Moi, je suis Jean-Baptiste Dussault. J'ai un pointeur laser, c'est génial, je peux faire ça. Ça fait 13 ans que je suis développeur, à peu près 13-14 ans, et j'ai plus de 30 ans. Combien il y a de développeurs de plus de 30 ans dans la salle? Ah ouais, quand même. Magitour, ça a réuni les vieux qu'on en fait. Et ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et bon voilà, il y a quelques années, j'ai rejoint un projet assez sympathique. Je démarrais juste, on va dire, mon chemin sur l'extreme programming, ça faisait 6 mois que je faisais mes muses avec. Et la boîte pour laquelle je bosse à l'époque, donc, me force, puisque de toute façon c'est les SS2I qu'on est forcé, à rejoindre un projet au forfait. Ça va? Vous voyez déjà où je veux en venir, j'imagine. Alors, ce projet, il faut savoir que c'était la 3e tentative de ce client de le réussir. Il avait testé en interne, échec pour tout un tas de raisons. Donc il s'est dit, en fait, nos équipes internes sont des guignols, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Donc on va confier à quelqu'un de sérieux. Les SS2I, c'est réputé pour réussir tous les projets qu'on leur confie dans les temps et dans les délais. Pourquoi vous rigolez? Et cette SS2I a donc généré le 2e échec, parce qu'elle s'est dit, bah, pour réussir à baisser les coûts, vu qu'on s'est engagé sur une somme impossible, on n'a qu'à tout ça, envoyer ça en offshore, envoyer ça au Vietnam, ça va être super cool. Alors, c'est pas que les Vietnamiens sont des gens qui codent mal, c'est juste que quand vous mettez une telle distance, bon, il se passe des choses étranges. Qu'est-ce qui s'est passé quand étrange? Quand le code a été livré, il y avait des choses comme ils avaient mis dans la spec. Ici, vous devez afficher la fiche du client numéro 1. Ok, ça a affiché la fiche du client numéro 1. C'est tout. Vous aviez dans le lien HTTP ID client égale 1 en dur. Il y avait ce genre de choses. Donc panique, parce que le client n'était même pas au courant que c'était l'offshore. Panique, allez, on met des gens en interne et on va les fouetter. Ils posteront des heures sup pas possibles et qui finissaient quand même à 23h, minuit en moyenne. Pour essayer de rattraper tout ça et livrer quelque chose. Vous imaginez l'état sur l'équipe, et vous vous doutez bien que ça n'a absolument pas marché. Donc, grâce à la magie des commerciaux, c'est pas grave, on recommence de zéro. J'adore les commerciaux pour ça. Vous avez combien de commerciaux dans la salle? Bon, ça va, je vous pardonne, presque. Et donc moi j'arrive sur ces entrefaites. Mais comment la SS2I avait structuré le monde? C'était... on a échoué parce qu'on n'a pas assez fait de spec et structuré, donc on va en faire encore plus. Donc le chef de projet, ses phrases clés, c'était « Vous n'êtes pas payé pour penser », je le cite, « c'est moi qui ai pensé pour vous ». Sympathique. Et donc ça crée quelques tensions et je suis arrivé sur ces entrefaites. Voilà, catapulté dans ce projet en mode « Ouh là là, t'es notre développeur le plus expérimenté, tu connais .NET sur le bout des doigts », oui, ça fait un an que j'en fais, donc je le connais sur le bout des doigts. Tu vas réussir à faire en sorte que tout marche mieux. Vous doutez que quand je suis arrivé, bon, c'était plutôt ça ma tête. Mais bon, moi j'arrivais avec mon bagage tout neuf d'extreme programming, ma naïveté, et il se trouve que dans l'équipe, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient très motivées pour dire stop, il faut que ça cesse. Mais quand même, ce que j'ai détecté à l'époque, et ce qui m'a un peu choqué sur mon propre métier, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais déjà quelques années d'XP, j'avais bossé pour un grand groupe de vente en ligne à Bordeaux. Et mon constat, c'était un peu ça, c'était un peu bizarre quoi. Je connaissais pas, voire peu ou très peu de développeurs ou développeuses heureux. Donc ça c'est le fond avec le thème de l'Agile Tour quand même, effectivement on parle de bonheur au travail et ça m'interrogeait à cette époque de dire mais finalement dans la boîte où j'étais avant on se retrouvait très régulièrement à 17h à vider des pichets de bière pour pleurer sur notre situation et j'arrive dans cette boîte et ben, c'est un peu pareil quoi. Et que la personne que je ne citerai pas qui est dans cette salle avait toujours une bouteille de Ricard dans son coffre pour assurer les coups durs quoi. Véridique. Hein. Tu me regardes. Mais bon, on s'est attelé à la tâche, on s'est dit, on n'a rien à perdre, on va tout fêter. On va faire l'extreme programming de bout en bout. Donc on a repris un peu le contrôle du projet, on a imposé de faire du pair programming, on a imposé, enfin je veux dire imposé, en tant qu'équipe, je dis imposé par rapport à la direction, à ce chef de projet acariâtre qui nous en mettait plein la tête. On s'est mis en fait, voilà, à dire, bah, en fait, pour réussir ce projet, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le réussir envers et contre tous. Donc voilà, pair programming, extreme programming, on a mis en place les vendredis design, c'est-à-dire le vendredi après-midi, on ne code pas, on se réunit autour du tableau blanc, on discute des problèmes de la semaine, qu'est-ce qui nous embêtait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On a commencé à s'auto-organiser. À un moment, on s'est dit qu'on était beaucoup trop nombreux, parce qu'on était 16 développeurs sur ce projet, on s'est dit, une équipe de 16, on n'arrive pas à synchroniser. On va essayer de faire en sorte de se diviser en deux et trouver une division qui marcherait plutôt pas mal. On a essayé de plus ou moins désigner qui seraient nos Scrum Masters. Oui, à l'époque, je croyais encore au Scrum Master. Merci. Il y a des Scrum Masters dans la salle? Ah, quand même. C'est pour vous. Mais
voilà, je vais essayer d'être très positif, mais quand même, c'était très dur comme environnement. Franchement, on galérait, mais on était quand même très fiers de ce qu'on mettait en place et de comment on se transformait nous-mêmes, comment on découvrait des nouvelles choses, parce qu'on a fait aussi du domaine driven design. Bref, on est vraiment allé loin, on s'est vraiment marré, et on a réussi. Pourquoi à mes yeux, bon déjà voilà, célébration, trop content. Et mon avis à moi, c'est qu'en gros, je prends un peu d'avance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris le contrôle un peu de notre vie en fait, et on est redevenu heureux de ce qu'on faisait pour 3 raisons simples, qui ont déjà été citées hier, qui sont un peu des grands classiques, mais finalement on n'était pas fiers de notre travail, et on est redevenu fiers de notre travail et fiers de ce qu'on faisait, d'abord parce qu'on a reconquéri, c'est bon mot, notre autonomie. C'est-à-dire que plutôt que de se faire imposer des décisions complètement absurdes qui venaient de ce manager, on s'est mis à dire c'est notre boulot. On n'est peut-être pas les développeurs qui avaient inventé Google, on n'est peut-être pas les rockstars qui feront des trucs incroyables, mais dans l'absolu, c'est quand même notre métier, donc on pense qu'on sait mieux faire que quelqu'un qui n'a jamais codé de sa vie, donc on a reconquéri notre autonomie. On souffle un peu. Par exemple, ça s'est reconquérir aussi par exemple les repas du vendredi où on prenait 6 bières, 3 bouteilles de vin et le digestif. Bon, le design était vraiment bien pensé. On a reconquéri notre sens du but. Pourquoi on fait les choses? Parce que être envoyé au casse-pipe en mode pisse ce code que je t'ai dit de pisser, et sans même savoir pour qui on le fait, et nous-mêmes finalement quel est notre but dans la vie, est-ce que c'est ça notre but? À 7 heures par jour sur cette chaise, à faire des trucs complètement difficiles, chiants à faire. On a reconquéri ce sens du but, on fait ça d'abord pour nous améliorer nous-mêmes, et pour essayer aussi d'améliorer le projet du client. Alors c'était pas un projet qui allait sauver le monde, mais on avait quand même envie que les gens qui l'utilisent soient heureux. Et on s'est dit en fait, en découvrant ça, en faisant ça, c'est peut-être ça notre but aussi, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie de ceux qui nous entourent. Et on a reconquéri aussi notre sens de la maîtrise, c'est-à-dire on a l'impression chaque jour, quand on essaie de faire mieux chaque jour que ce qu'on faisait hier, c'est ça la maîtrise en fait. La maîtrise, c'est pas un état dans lequel vous êtes, ça y est, ça fait des ans que je fais du code, je suis un maître. La maîtrise est un état d'esprit, cette idée que je peux toujours faire mieux chaque jour. Et ça, c'est encore une fois un truc qui a été largement... Ah, ça y est, défaut technique. Non, s'il te plaît. Non. Donc voilà. Non. Ça ne marche plus, quand même. Donc il faut vraiment... C'est soi-disant 15 mètres dans la spec. Encore un développeur qui a commenté ça. En fait, voilà ce qui s'est pas... Enfin, voilà, ce que je viens de dire, c'est... Vous avez tous reconnu, j'imagine, les mots-clés. Tout le monde a lu ce bouquin? Bon, si les Scrum Masters l'ont lu a priori. Non, mais c'est un très bon bouquin en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, il vous a été plus ou moins cité quand on vous a parlé de flow, ce genre de choses. Le nom complètement imprononçable qu'a cité Alexis du chercheur, Daniel Pink, lui, s'est dit que c'était vraiment imprononçable. Donc il a écrit un bouquin pour essayer de synthétiser tout ça, vraiment de vulgariser pour que ce soit à la portée de quelqu'un comme moi. Et dans ce bouquin, voilà, il essaye d'expliquer gentiment que ce qui nous motive profondément, la plupart des humains, parce que tous les modèles sont faux, certains sont utiles, la plupart des humains, on est motivés intrinsèquement par ces 3 pivots, maîtrise, autonomie, but. Et donc moi, c'est un peu ce que je tire de cette histoire, c'est que pourquoi on a été plus heureux, parce qu'on ne se rendait pas forcément compte à l'époque, c'était parce qu'on avait réussi à reconquérir ces 3 parties. Et j'en tire aussi une deuxième conclusion, c'est qu'en fait, là j'ai forcé le trait, enfin j'ai à peine forcé le trait, mais bon, vous m'avez entendu un peu faire du bashing de chef de projet, de manager, de Scrum Master, donc ceux qui sont dans la salle disent encore un développeur qui va dire tout est notre faute. Non, en fait, ce que j'ai dit dans mon histoire ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que nous nous sommes changés nous-mêmes. Nous ne sommes pas partis en mode ah là là, tout va mal dans notre vie à cause des autres. Tout va mal dans notre vie finalement à cause de nous. Parce que sinon, si on est traité comme ça, comme des gamins irresponsables, à qui on ne peut pas faire confiance, c'est peut-être parce que c'est l'image que nous renvoyons. Et si nous nous changeons nous-mêmes, si par notre discipline et nos pratiques, nous améliorons ce que nous sommes et nous améliorons notre confiance en nous, ça va peut-être complètement changer le rapport qu'on a aux autres. Et c'est effectivement ça qui s'est passé. Ce fameux chef de projet qui nous embêtait tant, à partir du moment qu'on a commencé à avoir la confiance dans ce qu'on faisait, d'être sûr que ce qu'on faisait c'était au mieux que ce qu'on faisait avant, toute la peur qui nous inspirait ce chef de projet a disparu. À partir de là, plutôt que d'être dans cette relation très paternaliste, il nous crie comme sur des mauvais gamins, vous devez faire ça, vous devez faire ça, la relation a complètement changé. On est passé à un mode de relation, on discute et on négocie entre 2 adultes quelle est la meilleure manière de réussir à faire cette chose. Et la deuxième chose aussi de cette histoire, c'est que, ok, je vous le raconte de mon point de vue, mais seul, j'aurais rien fait. Seul, il ne se serait rien passé, je me serais juste épuisé dans mon coin, et
et je serais mort, je sais pas, dans un caniveau quelque part avec la bouteille de Ricard. Donc en fait, ce qui s'est passé, oh, quoique j'en étais pas loin. Ce qui s'est passé, c'est que ça a marché pour nous, grâce à cet effet communautaire, parce que de 3 personnes motivées, petit à petit, ça s'est étendu à l'ensemble de l'équipe, jusqu'au point où on a obtenu une équipe sans peur, qui envoyait bouler ce fameux chef de projet, qui le regardait alors qu'ils en avaient peur un an avant, maintenant il le regardait avec un petit sourire en coin, la cause. Et ça, c'était extrêmement libérateur. C'est vraiment une des expériences qui m'a profondément marqué, cette histoire-là. Mais pour ce succès-là, je ne sais pas si vous l'avez trouvé belle cette histoire, c'est pas une histoire, ça s'est vraiment passé comme ça. Là, vous rêvez tous de vivre ça un jour, ça. Pour tant d'histoires comme ça, combien... voilà. Je me suis entraîné, mais je loupe mes slides. L'année dernière, Christophe Thibault nous parlait de métaphores qui pilotent notre vie. Voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme métaphore pour essayer de se comprendre nous-mêmes. Et il a cité ce livre et cette métaphore. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette couverture? Il y en a au moins 1, 2, ouais, c'est pas mal. Les autres? Ah, j'ai eu peur un instant. Ça, en fait, c'est la couverture d'un bouquin qui s'appelle, attention, je vais parler anglais, Structure and Interpretation, où est-ce qu'il est, ça of Computer Programs. Bref, c'est un bouquin de référence qui a été utilisé, c'était le bouquin de première année au MIT pour apprendre la programmation. C'est du LISP, hein, tout va très bien. Et c'est un très bon bouquin que je vous encourage vivement à le lire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette gravure-là, c'est quoi la métaphore qui est derrière? C'est l'alchimie. Ici, ce sont vraiment des symboles alchimiques de bout en bout. Le mage, l'alchimiste qui cherche quelque chose, et ensuite à vous d'essayer de trouver dans tous ces symboles quelle est la vérité cachée qui se cache là-dedans. Mais... ouais. Bon, là, effectivement, la lambda, voilà, tout ça. Mais il y a vraiment des forums entiers qui sont remplis d'interprétations de gens qui disent qu'est-ce que veut dire cette couverture. Mais en fait, si vous connaissez l'alchimie, enfin, vous connaissez sûrement le mythe de l'alchimie, le côté je veux faire du plomb en or pour être richissime. C'est tout ce que vous avez entendu, j'imagine. La vérité, c'est que ça aussi, c'est une métaphore. La vérité, c'est que c'est l'alchimiste, le plomb, et c'est que c'est lui qui veut se transformer en or. Et c'était ça la métaphore que voulait dire Christophe Thibault. Et c'est le parallèle que je mets à ma propre expérience, c'est que c'est ça qui s'est passé. Quand je dis qu'on s'est changé nous-mêmes, voilà, j'aime bien du coup quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on est en tant que développeur, est-ce qu'on est des artisans, est-ce qu'on est des ingénieurs, est-ce qu'on est ce que vous voulez. Moi, finalement, j'aime bien rester accroché à cette métaphore de on est peut-être des alchimistes qui essayons de jouer avec la matière pour essayer de nous améliorer nous-mêmes au passage. C'est joli? Non? C'est déjà pas mal. C'est l'agitour des études techniques. Et là, tout va bien. Ok, ça va. Mais en fait, pour une expérience comme celle que je viens de raconter, où les choses se sont pas trop mal passées, vous allez dire, ouais, super, success story, combien d'autres équipes dans des boîtes, on va dire, autres SS2I, autres SI, peu importe, combien en fait ne se sont juste jamais libérées en fait? Et ce bouquin-là, est-ce que quelqu'un, bon, Olivier va dire qu'il l'a lu, est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? Voilà, on était sûr. En fait, c'est un bouquin, alors, à lire avec des pincettes, tout ça, mais c'est un bouquin qui essaie de faire quand même un sacré procès à charge contre notre système de comment est fait l'informatique en France, et comment l'équipe que j'ai décrite, en fait, c'était le cas général. C'était en fait comme ça que fonctionnait le monde de l'informatique, et particulièrement des SS2I. Et qu'en fait, on broyait comme ça des gens, des développeurs, développeuses qui étaient motivés à la base, et qu'on les pressurisait, et on essayait d'en sortir tout ce qui pouvait en sortir, jusqu'à de les laisser vider sur le bord du caniveau, traduit littéralement, jusqu'à ce qu'ils deviennent chefs de projet. Ouais. Vous connaissez les cours, ça, toujours, un moment ou un autre. Et moi, du coup, ça me rend effectivement un peu triste, cette idée de, ok, pour une histoire comme la nôtre, combien de développeurs, développeuses continuent à se dire que finalement, après leurs 5 ans d'études, ah, mais si c'est ça le développement, je ne veux pas en faire. Combien continuent à dire, bah, j'en connais un élève que j'ai eu, après un an passé dans une SS2I que je ne serais pas, il a préféré retourner au Pays Basque, courir et élever des moutons. Ce qui est très bien en soi, mais moi ce que je me dis, c'est que ce serait chouette qu'on arrête d'autant briser des vocations. On nous dit par exemple, ah, il n'y a pas assez de développeurs et développeuses en France, c'est pour ça qu'on n'a pas inventé Facebook, on a qu'à faire encore plus de formations. On a qu'à faire par exemple ça. Vous l'avez entendu cette petite phrase? Je me permets un François Hollande en compte, parce que je suis assez fier de moi aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité sur la photo. Ouais, n'est-ce pas, hein, franchement, c'est son meilleur profil. N'y voyez pas du tout de jugement de ma part, hein. C'est juste cette phrase-là qui m'a interpellé. Bon,
On va faire que dans le rythme scolaire, on puisse apprendre ce qu'on appelle le codage. Bon. Alors on pourrait débattre longtemps sur les intentions, est-ce que c'est bien, pas bien. Moi, j'en reviens juste à la conclusion que je disais juste avant, c'est que peut-être que d'essayer de former plus de développeurs et développeuses, on devrait peut-être essayer d'en dégoûter moins. On devrait peut-être essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de développeurs de front-end. Alors aujourd'hui, c'est un peu une exception, où la moitié de la salle a levé la main. Bon, on est à la J-Tour, c'est peut-être normal. Mais je ne sais pas, si j'avais posé la même question à VDX.io ou au Divox, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la même proportion en fait, de gens qui auraient levé la main. Ensuite, on pourrait aussi continuer sur le débat que c'est peut-être une bonne chose d'enseigner un peu de culture informatique au collège ou au lycée, puisqu'on est tellement entouré d'informatique que c'est bien d'en comprendre un minimum, mais moi je vais rester sur ce point-là. Donc c'est sur ces réflexions-là, en fait, que passé ce projet-là, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai démissionné quoi. J'ai essayé de dire, vu ce qui s'est passé et ce que j'ai appris sur XP, sur l'agilité, chouette, maintenant ma vie ça va être ça. Ça va être essayer de continuer moi à apprendre à en faire mieux, à apprendre le métier et essayer d'aider les autres à le faire. Ça rappelle un peu le manifeste, c'est cool. Et j'ai passé quelques années, effectivement, à me balader, à essayer de faire des formations, du coaching, du dev, etc. etc. Et j'ai appris quelque chose... j'ai appris des choses sur la route. Ce que j'ai appris, par exemple, c'est que moi, j'arrivais avec tous mes idéaux. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un style tout en subtilité, tout en finesse. J'accompagne les gens en les prenant par la main, jamais en les insultant, c'est pas du tout mon genre. Mais ça va, vous me confirmez bien que c'est bon, j'ai une bonne vision de moi-même. Mais en gros, j'étais un peu déçu, blague à part, sur le fait qu'effectivement, j'ai pas été très souvent couronné de succès dans cette démarche de je vais aider des équipes, des développeurs, à essayer un peu de faire mieux, parce que s'ils changent cette vision qu'ils ont d'eux-mêmes et s'ils changent leur propre discipline, ils vont se rendre compte que, allez, victoire, la vie devient plus merveilleuse. Ouais, c'est beau. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a combien de gens qui font un peu ça encore actuellement, des interventions, du coaching, de la formation? Voilà. Je ne sais pas quel est votre avis à vous, mais c'est excessivement dur d'arriver dans une équipe, dans une boîte, et essayer de vous avez peut-être une vision du monde idéal, parce que vous l'avez déjà vécu, un peu ce qui m'était arrivé. Vous avez envie qu'ils aillent là, parce que c'est génial quand on est là, on s'éclate trop, ça y est, c'est le bonheur, et on n'y arrive pas. On n'y arrive juste pas. On a beau arriver avec toutes nos connaissances, nos gros bouquins qu'il faudrait lire, dire faites des tests, ça va être vachement mieux, faites des user stories, auto-organisez-vous, ça se passe pas. Enfin, moi, c'est mon expérience, peut-être parce que j'étais très mauvais. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté de le faire, j'ai arrêté de faire souffrir des gens. Mais est-ce que c'est un peu votre retour ou pas? Parce que au moins que c'est très difficile. Voilà. Et je cogite là-dessus, parce que je suis extrêmement déçu en fait de ça, de dire on avait un message tellement universel et porteur d'amour et de paix que ça devrait marcher tout seul. Ça devrait se passer tout seul, et ça se passe pas. Est-ce que vous avez une réponse ou pas à vous là-dessus? On ne change pas les gens malgré eux. Bingo. Effectivement, ma conclusion c'est de dire, ok, moi j'ai été ferré par Extreme Programming et par la JIT en général. Je suis devenu un grand fan de software craftsmanship. Je trouve que c'est fantastique le message qui est dedans. Mais globalement, ça peine toujours à attirer du monde. Globalement, software craftsmanship, pareil, bon, il faudra témoigner, c'est 1000 personnes inscrites, je crois, sur le Meetup. 1000, c'est beaucoup. On aurait ça à Bordeaux, on serait fou de joie, mais 1000, c'est rien en fait. Comparé à la masse des développeurs et développeuses qui est sur Paris, c'est vraiment pas grand-chose. Si je prends le cas de Bordeaux, au Kiwi est une asso qui poutre, c'est vrai, mais les coding dojo, en moyenne, on a entre, allez, les plus gros succès, c'est 15 personnes au coding dojo. Les pires jours, comme lundi dernier, on était 2. C'était sympa. On s'est regardé dans le blanc des yeux, on a dit on va prendre une bière. Voilà. Et effectivement, la conclusion qui est peut-être un peu vite fait, c'est que voilà, j'ai appris à la rue qu'effectivement, un changement ne peut pas être imposé si on ne l'a pas décidé soi-même. Les coachs disent souvent, tu ne peux pas coacher quand il n'y a pas une sensation du problème. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas idée d'avoir un problème. Ça ne marche juste pas. Bon, je suis un peu dépité quand même. Donc, quelle est la suite des opérations? C'est je me dis, ok, moi dans ma carrière, ce qui m'a aidé, c'est de rencontrer des gens qui m'ont montré comment faire mon boulot. Des gens qui ont binômé avec moi et qui m'ont montré une voie que je n'avais pas du tout anticipée ni même imaginée. Je me dis, ça c'est par pur hasard, c'est par pure chance que j'ai fait cette rencontre à un moment donné. Donc en fait, le trick, ce serait peut-être, pour réussir à montrer à tout le monde qu'on peut faire le développement autrement, le trick, ce serait peut-être d'essayer de systématiser d'une manière ou d'une autre cette manière de découvrir son travail, cette manière de dire, hey, c'est parce que quelqu'un qui avait plus d'idées que moi m'a montré comment faire des tests, comment faire du DDD, que je suis tombé dedans et j'ai dit c'est fantastique. Plutôt que ce soit basé sur la chance, il faudrait que ce soit systématique.
Cogite, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui existe comme structure qui puisse permettre ça sans pour autant tenter d'imposer une vision absolue des choses? Problème compliqué, n'est-ce pas? Alors, la seule chose qui existe dans l'histoire, qui est censée être une sorte de groupement qui dit à toutes les personnes qui font ce métier, voilà, vous devez en faire partie, et là-dedans, on va discuter de comment faire, c'était... Tout était vachement plus zen sur les problèmes techniques. Hein. Ah, mais parce que je perds le focus, en fait. À cause du Wi-Fi. Alors, attendez, je vais désactiver le Wi-Fi, comme ça, ma keynote, on sera largement améliorée. Bon. Ouais, la révélation. Effectivement, les ordres ou les guildes, historiquement, c'était ça. C'était des groupements de professionnels qui disaient, OK, voilà comment on va bosser ensemble. Et c'était pratiquement personne ne pouvait ignorer qu'il existait un ordre dans sa profession. Vous n'avez pas aimé mon gif, il y a pas eu beaucoup de réactions. Révélation, Satori, tout ça. Vous me suivez jusque-là? Ok, mais les ordres, vous avez tous, j'imagine, comme moi à l'époque, une certaine vision de ce qu'est un ordre. Vous êtes tous capables de me dire, là, ah oui, en France, il y a quelques ordres qui existent. Il y a les ordres des médecins, les ordres des avocats, etc., qui est le plus vieil ordre de France, d'ailleurs. Étonnant. C'est pas des trucs étranges quand on commence à creuser le concept d'ordre. La première chose qu'on constate, c'est ça. Qui connaît cette chose? Ouais, bon. Alors les gens qui étaient à J-France connaissent cette chose. Cette chose, c'est la loi Le Chapelier. Ça se voit pas du tout parce que j'ai oublié de faire le CSS qui fait que vous voyez bien le texte. Ça, c'est le 14 juin 1791. La loi Le Chapelier, cette loi, elle dit quoi? Alors quand même, vous connaissez votre histoire. 1791, vous vous doutez que c'est une période très stable dans l'histoire française. Que ça se passe bien. Et en gros, la loi Chapelier interdit tout groupement, tout ordre, tout syndicat de rassemblement professionnel. Bam, interdit. C'est-à-dire que l'ordre des médecins a été interdit. Ah, c'est ça le truc. Les syndicats, les ordres, tout ça, toutes les compagnonnages, tous les guides qui existaient, ciao, poubelle. Alors, il y a deux interprétations à ça. Alors, avant de parler d'interprétation, la première chose, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, oui, c'est illégal de créer un ordre en France. Bienvenue, vous êtes dans une session dissidente où je vous encourage à faire quelque chose de complètement illégal. Il y a deux interprétations. L'interprétation première, c'était de dire, ok, qu'est-ce qu'avait en tête les révolutionnaires français? C'était la liberté d'entreprendre. C'est-à-dire, les ordres étaient un empêchement à entreprendre de faire ce que vous vouliez. Si la guilde des forgerons vous avait en travers du nez, vous ne pouviez pas vous établir et bosser en tant que forgeron. Et donc ça les chafouiner, d'où cette loi. Ça, c'est l'interprétation positive. Est-ce que vous voyez l'interprétation négative à cette loi? Ça va empêcher l'émergence de contre-pouvoir. Bingo! Les ordres, c'était effectivement un contre-pouvoir gigantesque dans le système de la royauté précédent. Les ordres étaient le contre-pouvoir, le gros contre-pouvoir. Et globalement, l'État naissant, le pouvoir de coercition centrale naissant, ne pouvait pas supporter qu'il y ait autre chose que lui en tant qu'autorité centrale qui dit ça tu le fais pas. Et les ordres avaient quand même ce pouvoir de dire bah, ça tu le fais pas au sein de la guilde, donc ça dégage. Si on veut être encore plus pessimiste, certains pourraient dire, puisque c'est l'interdiction du regroupement des ouvriers entre eux, est-ce qu'il n'y a pas un message caché de dire ce serait bien que vous arrêtiez de vous défendre, s'il vous plaît, vous petits technos, petits ouvriers, petits gens du peuple. Je vais vous laisser cogiter à ça, hein, voilà. On ne va pas plus rentrer dans les débats historiques. Mais moi, en tout cas, je dis ok, c'est illégal. Ensuite, si on continue à étudier les ordres, c'est mignon, mais ça paraît assez paradoxal ce que je dis. Je veux quelque chose qui soit ouvert à tous où on discute, mais en même temps, les ordres, historiquement, c'est pas quelque chose ni de très ouvert à la discussion, ni de très hiérarchie à plat. Par exemple, si vous prenez l'ordre des médecins en France, comment ça se passe? Effectivement, si vous voulez être médecin, vous devez suivre le cursus officiel de l'ordre des médecins. Voilà, vous ne pouvez pas devenir médecin du jour au lendemain. C'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, éventuellement. Mais c'est aussi une mauvaise chose, parce que, étant donné que l'ordre est une structure assez pyramidale, quand l'ordre décide que cette pratique est autorisée ou pas autorisée, parfois on pourrait se demander sur quelle base. Comment ça se fait que, par exemple, certaines pratiques de médecine, si on revient un peu plus loin dans le temps, se laver les mains avant d'opérer quelqu'un, comment ça se fait que c'est pris 40 à 60 ans pour être implémenté et accepté par tous les médecins? Donc il y avait un ordre pourtant qui était censé réfléchir à quoi on allait faire son boulot. Globalement, il y a un côté assez, on va dire, conservateur dans les ordres classiques. Il y a un côté assez, on ne bouge pas trop, parce que vu que c'est une structure assez pyramidale, ceux qui en sont en haut n'ont pas très envie de changer quoi que ce soit à ce qui se passe. Il y a aussi un côté très copinage dans l'ordre. Moi, tout jeune, qui vient de découvrir une nouvelle, je sais pas, technique révolutionnaire pour faire de la médecine, ben en fait, d'un moment que je ne suis pas copain avec la bonne personne dans l'ordre, je vais continuer à me faire défoncer, je n'aurai pas le droit de la pratiquer.
Donc ça, c'est des choses quand même qui m'enquiquinent un peu dans cette notion d'ordre. Je ne sais pas si ça vous enquiquine aussi. Donc, je voudrais quelque chose d'universel comme un ordre, mais qui ne soit pas aussi bureaucratique qu'un ordre. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Ça va ? Et je voudrais que cet ordre soit résistant. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de devenir le chef, incontesté, le grand gagnant, le grand gourou de leur développeur. Je veux disparaître sans que l'ordre soit perverti. Donc résilient, résistance à la, on va dire, à la transformation de quelque chose que je ne voudrais pas, et qui fasse participer tout le monde. Ce serait un peu mes grands critères. J'ai plus le droit à mes slides. Ah ben ouais, mes slides ne marchent pas. Ça va être fantastique. Oh le fail. Ok. Tout va bien. Ce serait pas des images en ligne et tu as coupé le wifi? Hey. Heureusement qu'il y a des développeurs. Pourtant j'avais fait charger les images. Mon Dieu. Quelqu'un connaît pas du wifi. Alors je peux raconter une blague en attendant que vous voulez. Et bien sûr, c'est pas comme si le mot de passe faisait 40 caractères. Alors, Yvante. Bon, Yvante, ok. C'est la pause gratuite que je vous offre. Ouais, connexion réussie. Alors, attendez, je revérifie. On charge. Non, tu veux pas. Et là, c'est le drame, tout s'effondre. Donc, plus rien ne marche. Je suis assez content de moi. Ah, voilà, merci. Donc sur ces questions de... Désolé. Ah bon, comme ça, voilà. C'est pas drôle une keynote, tout se passe bien. Enfin, au moins j'ai un micro qui marche et la lumière qui marche, donc je vais pas me plaindre. Sur ces réflexions de résilience, en fait, j'étais tombé sur un article intéressant qui me posait la question de quelle est la structure humaine, la construction humaine qui est le plus résistante au temps. Donc, vu que j'ai déjà affiché la réponse, une ville, effectivement. Quand vous y réfléchissez, c'est incroyable. En fait, nous, humains, on a fait des empires, mais qui n'ont pas duré plus de quelques milliers d'années. Bon, c'est pas mal, mais à l'échelle du temps, c'est pas génial. On a la durée de vie moyenne d'entreprise, c'est 3-4 ans. Ah oui, je pourrais faire mieux. Les structures politiques, on va dire aussi que ça va, ça vient. Pourtant, on a inventé quelque chose qui s'appelle les villes. Et une ville, ça résiste à peu près tout et n'importe quoi. Ça résiste à un tsunami, ça résiste à la peste. Bring out your dead. Bref. Tout le monde a la référence ou pas. Ouais. Et c'est assez foufou, ça résiste à tout ça quand même. Vous pouvez raser la moitié d'une ville, et la ville est toujours là après, elle se réorganise. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait cette résilience? Le fait qu'une ville est un réseau cellulaire, vous pouvez imaginer ça comme ça, c'est-à-dire qu'il se recompose et qu'il retisse les liens en fonction des catastrophes qui lui arrivent dans les dents. Imaginez que vous rasez la moitié d'une ville, vous avez perdu, allez, catastrophe, vous n'avez plus de boulanger, vous pouvez plus avoir chocolatine. Franchement, c'est horrible, quoi. Et en fait, plutôt que d'attendre bêtement de ne plus jamais avoir chocolatine de sa vie, quelqu'un dont les cellules qui restent encore vivantes va peut-être se dire « Hey, je reprends le flambeau, moi je vais peut-être faire des chocolatines ». Bon, de manière un peu plus sérieuse, j'aime bien ce que je veux dire. Peut-être qu'à l'époque, avoir un forgeron c'était vital, il est mort, quelqu'un va reprendre le job. Vous voyez cette idée que l'organisme vivant s'est recomposé plus ou moins spontanément pour recréer des liaisons qui font que, ok, on survit. Donc moi j'en tire comme leçon effectivement que si je veux qu'un ordre survive, il faut qu'il soit massivement décentralisé finalement, qu'il soit que la composition de plein de cellules plus ou moins autonomes qui vont se rassembler et qui vont se désassembler en fonction de ce qui se passe. Si c'est décentralisé et qu'on essaie de survivre à la peste, quelle structure d'organisation minimum suffirait à faire en sorte qu'une flotte aussi hétéroclite que développeurs et développeuses qui ont tous des aspirations, des idées différentes, je crois que je suis en train de perdre cette... Non, c'est 4 au plus, c'est ça. Quelle structure de pouvoir pourrait faire en sorte qu'on ait réussi à organiser tout ce bazar? Et quand on cherche cette histoire de modèle d'organisation, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Ouais, les pirates. Vous avez vu la métaphore, c'est bon. Je vous ai épargné Johnny Depp. Hein. Moi j'ai des vraies références, c'est du Polanski. Merci.
En fait, si on enlève le côté, on va dire, un peu romanesque, romantique, etc. des pirates, et qu'on en revient à ce qui s'est réellement passé, on apprend des choses très intéressantes sur les pirates. On apprend quelque chose, par exemple, que c'est un groupement de personnes complètement hétéroclites qui a réussi à s'organiser pendant 200 ans à peu près, envers et contre tout le monde. C'est-à-dire que les pirates ont réussi cet exploit, et c'est pour ça qu'ils ont disparu, d'unir la terre entière contre eux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à unir des nations qui se foutaient sur la gueule en permanence, la France, l'Espagne, ils ont tous arrêté pour dire « on va désinguer ces gens ». Et je trouve ça assez magique qu'ils aient survécu 200 ans malgré cela. Alors, à votre avis, pourquoi tout le monde s'est lié contre eux? On va douter une menace. Une menace à quoi? L'intérêt commercial. Bon, effectivement, si on prend l'histoire, qu'est-ce que c'est les pirates? Ce sont des matelots qui se rebellaient contre quoi? Contre leur capitaine. Pourquoi ils se sont mis rebellés à cette période de l'histoire? Parce qu'avant, historiquement, les matelots étaient souvent propriétaires d'une part de la cargaison qu'ils livraient. Donc ils partageaient une part du risque. Et traverser les océans, je peux vous dire que c'était relativement risqué. Et du jour au lendemain, en fait, on leur dit, vous êtes propriétaire, on vous paye juste votre temps sur la traversée. Non seulement vous payez hyper mal, mais en plus on va vous traiter très mal. C'est-à-dire que traverser en tant que matelot à l'époque, vous aviez encore moins de chances de survie qu'avant. Vous étiez tellement maltraité, vraiment, des saisies corporelles, des heures pas possibles, etc., que franchement vos chances de survie étaient meilleures en devenant pirate qu'en restant matelot honnête. Donc les pirates, c'est quoi? Ce sont des gens qui se sont réaccaparés leur outil de production, le navire, en se rebellant contre un ordre commercial mondial naissant. C'est ça l'histoire des pirates. Vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est super intéressant avec les pirates, du coup, c'est que des gens complètement hétéroclites, venant de tous les horizons, ont dû apprendre à s'organiser d'une certaine manière, tout en conservant cette grande autonomie. Comment ils ont fait ça? Avec des règles très intéressantes. Déjà, chaque navire est complètement autonome. Un navire ne dit pas à un autre ce qu'il doit faire. Pourtant, ils avaient tous des valeurs communes. Comment un navire s'organisait? Par démocratie directe. C'est-à-dire que le capitaine, c'était pas du tout la vision que vous avez du mec le plus tyrannique de la bande qui a réussi à égorger assez de gens pour être capitaine. C'était quelqu'un qui était désigné par l'équipage, par la totalité de l'équipage. Pourquoi il était désigné? Parce que l'équipage le jugeait compétent. Il avait prouvé sa valeur, il avait prouvé qu'en matière de chasse, en matière de je vais aller choper du bon boutin, du bon loot, pour dire certains, il était plutôt balèze. Il pouvait être destitué n'importe quand. Ça s'appelait être remis au pied du mât. Pour des raisons comme cruauté. Il y a des cas, par exemple, documentés de un capitaine a été destitué parce que l'équipage l'a jugé comme trop cruel vis-à-vis des vaisseaux qu'il attaquait. Parce que la plupart des pirates ne coulaient pas les vaisseaux qu'ils attaquaient et ne tuaient absolument pas l'équipage. Ce n'était pas ça leur objectif du tout. Du coup, l'équipage pouvait en permanence s'assembler pour redécider quelque chose et changer quelque chose qui leur déplaisait. Et comme ils trouvaient qu'ils avaient confié trop de pouvoir au capitaine, ils désignaient toujours aussi un quartier-maître qui était censé être le contre-pouvoir permanent du capitaine. Et ces gens-là ont aussi réussi à s'organiser en tant que masse. C'est-à-dire pendant une période de l'histoire des pirates, il y a vraiment eu le Saint Graal, le mythe de la ville pirate. Et comment cette ville était organisée? C'est que globalement, même si chaque vaisseau est indépendant, ils étaient tombés d'accord sur quelques règles. Par exemple, très sympa, chaque vaisseau cotisait à une caisse centrale pour permettre aux matelots mutilés de vivre à terre correctement. Ces mecs ont inventé la sécu. C'est quand même assez foufou. Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est cette idée, c'est sympa en fait, cette petite flottille de navires plus ou moins indépendants qui partagent les valeurs communes et qui de temps en temps tombent d'accord sur comment on continue à construire ce message commun tout en gardant une grande indépendance. Waouh! C'est pas mal ça, c'est intéressant. Cette idée que toute décision est prise par consensus et c'est basé par la valeur des gens et par ce qu'ils ont réellement fait et ce qu'ils ont réellement prouvé, moi ça m'intéresse aussi. Donc ce sont des sources d'inspiration pour l'ordre, et si ça vous intéresse d'en savoir plus, ce bouquin est peut-être le seul bouquin, malgré la couverture un peu racolette. Ce bouquin est peut-être la référence absolue en termes historique des pirates. C'est-à-dire que Marcus Rediker est vraiment un historien, il a fait sa thèse là-dessus, il a fait le boulot d'historien, je retrouve tous les bouquins, toutes les parutions, tous les lettres que je peux trouver, pour savoir comment ça s'est réellement passé cette histoire, plutôt que la version qu'on en a maintenant, parce que la version des pirates qu'on a maintenant, c'est la version des marchands qui ont gagné, hein, c'est pas la vraie version. Et il a fait un boulot de maniaque pour retrouver tout ça. Donc ne serait-ce que d'un point de vue historique, et si ça vous intéresse de voir vraiment qui étaient les pirates, excellent bouquin. Et même si c'est un bouquin d'historien, ça va, il se lit relativement bien. Et tout ce que j'ai décrit, en fait, c'est marrant, ce côté décentralisé, des gens autonomes qui de temps en temps se mettent d'accord, etc. Moi, je trouve que dans l'informatique, on a un truc qui représente exactement ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on pourrait imaginer essayer de bosser sur des documents ensemble, basés sur, on a une version de travail sur GitHub,
et on avance dessus peut-être en mode pull request, et on accepte le merge que si tout le monde par consensus dit c'est un merge qu'on accepte. Peut-être que si jamais Capgemini débarque et essaie de faire un takeover, rien ne nous interdit de faire un fork, et on verra bien où la communauté va. Par exemple, Jenkins versus Hudson. Vous vous rappelez cette histoire? Pour les plus d'entre nous, c'était en moins de 3 ans. C'est le paléolithique de l'informatique. Cette idée que quand Oracle a racheté Sun, tout ce débat sur à qui appartient la marque Jenkins, non, tous confondent les deux, qui était à l'origine qui? Sun, merci. Donc la communauté fork, qui crée un nouveau nom, etc. Et vous avez un exemple récent, Node.js versus IOJS. La communauté trouve que ça va pas assez vite, on fork, et bizarrement la communauté migre sur IOJS, du coup Node est obligé de réagir, et ils réussissent à remerger tous les deux. Vous voyez cette idée un peu de comment l'organisme est résilient, comment ces structures étaient résilientes, que par cette capacité à se diviser quand ils n'étaient pas d'accord et à se regrouper quand ils avaient réussi à retomber d'accord. Moi je trouve que c'est vraiment l'incarnation technique de tout ce que je viens de décrire. Donc l'ordre pour moi serait basé sur ce côté transparent, résilient, décentralisé, incarné par on met tout sur GitHub, tout le monde peut voir les pull requests, qui a fait quoi, qui a écrit quoi, serait entièrement régi par ces règles de démocratie directe, on n'avance que par consensus. Le consensus, c'est quoi? C'est cette idée de plutôt d'essayer de convaincre les gens que vous avez raison et de les faire voter. C'est qu'on sort de cette salle que quand on est tombé d'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaie de sortir d'une salle et qu'on doit tomber d'accord? Donc il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que vous arrêtez d'essayer de convaincre que vous avez raison, vous essayez de comprendre ce qu'ils disent pour trouver le point d'accroche. Déjà, en soi, c'est un troll politique, ça, comparé à des débats politiques classiques. Alors, vu la gueule, je sais tout si tout le monde m'a suivi. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Yes. Ouais. C'est consentement, pas consensus. On pourra avoir un débat longtemps là-dessus, on va en parler après. Ok, et moi je vais quand même rajouter une petite partie sur l'éthique, désolé. C'est pas comme si on avait beaucoup parlé ces derniers temps, mais moi ce que je me dis comme réflexion par rapport aux fameux ingénieurs, on vous a passé les oreilles, vous avez entendu parler hier, par rapport à cette idée d'un ingénieur à un moment ou à un autre, accepter de faire ce bout de code qui trompe le test. Déjà, posez-vous la question, vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? C'est très intéressant, parce que moi, je ne vais pas bâcher le mec, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? C'est très difficile à dire. Mais en fait, j'aurais bien aimé que pour lui, il puisse éventuellement se retourner vers un ordre bienveillant, où il aurait pu poser une question en mode plus ou moins anonyme, et on te garantit que c'est bon, on ne va pas te juger, on ne va pas révéler au grand jour ça, pour qu'il puisse être appuyé pour prendre une décision éclairée. Eh les gars, bon, j'ai ce gros problème éthique, on me demande de faire ça, qu'est-ce que je fais? Et si jamais cette personne avait eu le soutien de tout un ordre de développeurs et développeuses qui disaient « Gars, là, on pense que franchement, tu devrais non seulement démissionner, mais en plus révéler le truc », j'exagère un petit peu, mais peut-être qu'il l'aurait fait. Avec ce soutien de toute cette communauté-là, peut-être qu'il l'aurait fait. Peut-être que Snowden ne serait pas obligé d'habiter dans des pays autres que le sien s'il avait un ordre pour le baquer. J'en sais rien, je me pose la question. Donc l'ordre, normalement, ne parle pas d'éthique, mais moi je trouve que ça peut être un dérivé assez intéressant d'avoir un endroit où on puisse discuter de ça. Est-ce qu'on fait est éthique? Et est-ce que j'ai du soutien de ma communauté pour prendre la décision qui me semble la plus juste? Alors, ça va? On a parlé de pirates, d'alchimie de François Hollande. Jusqu'ici tout va bien. On va décortiquer quand même ce qu'est un ordre officiellement, et savoir quelles sont les missions dans un ordre qui nous intéresseraient ou pas. Ça, c'est la liste Wikipédia. Ça fait mal, hein? Voilà les missions officielles d'un ordre. Régulation, l'accès à la profession. Oui, cette idée que vous ne pouvez pas être médecin en claquant des doigts. Je garde les commentaires pour après. Contribution à la formation permanente suivie de l'obligation de formation continue. Alors, j'aime bien cette idée de dire qu'effectivement, en tant que développeur et développeuse, ce serait peut-être bien qu'on continue à se former régulièrement à ce qu'on fait. Intéressant. Mais que du coup, ce ne soit pas juste un truc, un bâton pour dire fais-le, et que ça fournisse les outils pour le faire. Représentation de la profession à l'égard des pouvoirs publics. Bon, ça c'est le classique, c'est on a un problème dans ce métier, on va faire du lobbying pour faire voter une loi qui nous arrange. Ouais. Promotion de la profession, c'est-à-dire cette idée de, ok, je vais en faire la promo, on manque de développeurs et développeuses, donc je vais faire de la pub sur TF1 et j'aurai encore plus de développeurs et développeuses. Organisation de la concurrence entre ses membres sur une base équitable, non vénale et respectueuse des règles de l'art tout en limitant les concentrations et les positions dominantes. Capgemini, quelqu'un? Voilà, cette idée que quand des petites boîtes, qu'on ne citera pas, comme Arpinov, T7, ont envie de faire des choses différentes, comment ça se fait que ce soit aussi galère de lutter contre les gros vaisseaux amiraux
Comment ça se fait que, en fait, nous, on ne puisse pas gagner certains projets parce que nous, on ne peut pas aligner 10 stagiaires pendant 3 semaines toute la nuit pour faire baisser le prix à ce point-là. Si ce sont vécus aussi, on est d'accord. Je ne suis pas du tout troyeste, je suis dans la pure réalité. Là. Donc moi, ça m'intéresse cette mission-là. Fonction juridictionnelle, bon, on va rentrer dans les trucs très classiques d'un ordre. C'est cette idée, effectivement, que l'ordre, en tant que contre-pouvoir, a sa propre juridiction. C'est lui qui établit ses propres lois et qui sont, entre guillemets, avérées. Il n'est pas besoin de passer devant un tribunal, c'est l'ordre qui gère le truc. Fonction arbitrale. Un client vient râler parce qu'il trouve que ça a été mal fait, l'ordre peut peut-être dire, ok, je vais étudier le truc, je vais te dire si ça a été fait ou pas dans les règles de l'art. Et contrôle du respect des clients dans le sens de la défense de l'intérêt général. C'est très du manifeste agile, ça, on fait ça pour respecter le client et l'utilisateur final. Donc là-dedans, cette liste que j'ai faite, un peu trop longue, vous avez remarqué qu'il y a des choses que j'ai trouvées jolies, j'espère vous aussi, et des choses qui m'ont un peu plus enquiquiné. Donc très arbitrairement, mais ce sera à discuter, j'ai décidé de dire, ok, régulation de l'accès à la profession, net. On peut venir, tout développeur qui est payé pour faire ce travail est bienvenu dans l'ordre, c'est mon point de vue. Ensuite, on va pouvoir discuter des points de vue, qu'est-ce qu'on fait, etc. On pourrait discuter ensemble après du... Est-ce que dans certains cas, quand même, on ne devrait pas dire à certaines personnes? Je n'ai pas de réponse, il faut qu'on discute ensemble. J'ai envie de virer représentation de la profession à la garde des pouvoirs publics. Bon, enfin, j'ai eu un débat là-dessus où des gens n'étaient pas d'accord avec moi, en mode si. On devrait se défendre nous-mêmes avant qu'on nous impose des lois bizarres. Genre après Volkswagen, il y a peut-être une chance qu'on mette une loi bizarre pour dire les développeurs, on ne peut pas leur faire confiance, qu'on mette des lois pour les contrôler. C'est une possibilité. J'ai envie de virer promotion de la profession. Parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de plus de développeurs, on a juste besoin d'être mieux nous-mêmes déjà maintenant. Encore une fois, c'est très arbitraire, tout ceci, on discute après. La fonction arbitrale, honnêtement, je ne me vois pas débarquer chez des clients, regarder ce qui s'est passé et dire toi t'as tort, toi t'as pas raison. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Commençons par nous changer nous-mêmes. Donc j'ai envie de garder ces missions-là, à voir, si vous êtes d'accord ou pas. Ces missions de formation, s'il vous plaît. Enlevez le côté random dont je vous parlais au début de ma carrière, juste tournant parce que j'ai rencontré la bonne personne, comment ça se fait que ça a été un tel hasard. Moi, ça me paraît très ambitieux, mais j'aime cette mission. Cette idée de dire c'est quand même inacceptable qu'on puisse, entre guillemets, gagner encore aujourd'hui des appels d'offres basés sur le fait qu'on va pouvoir aligner 10 stagiaires et 15, on va dire, jeunes diplômés qu'on va pouvoir pressuriser parce que pour l'instant, ils n'ont tellement pas confiance en eux qu'ils sont manipulables. Moi, j'ai envie, du coup, qu'on se pose cette question-là. Fonction juridictionnelle. Je ne sais plus pourquoi je l'ai laissé honnêtement. C'était clair dans ma tête il y a 6 mois. Là, je ne m'en rappelle plus. Ouais. Ok. Désolé, Joker. Je ne me rappelle plus pourquoi je l'ai laissé. Et contrôle du respect des clients, parce que moi, ça me tient à cœur cette idée de on ne fait pas ça pour nous-mêmes. On fait ça aussi parce qu'on rend service à quelqu'un, parce qu'on a un impact très fort sur l'humanité en général. Les logiciels font tourner le monde. Les logiciels font tourner le monde. Vous êtes venu aujourd'hui, vous avez confié votre vie, je ne sais pas combien de fois un logiciel, quand vous avez traversé la route, quand vous avez fait tout ça. Donc cette idée qu'on devrait se poser la question de comment on respecte cet intérêt général, moi ça me fait beaucoup cogiter. Ça rejoint ce que disait sur l'éthique. Donc pour me répéter un peu et pour conclure, mes postulats initiaux à moi, à voir si vous y adhérez, c'est de dire c'est ouvert à toute personne étant payée pour développer. Désolé. On pourra en discuter, mais c'est vrai que moi, mon postulat, c'est quand même de dire vous n'avez pas idée d'aller frapper à l'ordre des médecins en disant ouais, mais comme je suis client, j'ai envie de participer à l'ordre. Non, je vais vous dire, tu n'es pas médecin, tu ne viens pas discuter comment on fait le métier. Ce serait ouvertement discutable, parce que quand je fais ça, je sais que j'exclus des gens que j'admire beaucoup dans notre profession, mais qui ne codent plus. Donc je sais que c'est un peu tendancieux, mais pour l'instant, pourquoi pas. Décision par consensus, le vote est proscrit, on essaie de tomber d'accord, pas de convaincre les autres. Parce que si on veut aller vite, parce que vous allez me dire, ça c'est un système qui peut aller lentement. Mais si notre objectif est d'aller vite, dans ce cas, la dictature c'est le meilleur système. Si notre objectif est de construire quelque chose ensemble, alors la vitesse n'est pas le critère. Le critère c'est de réussir à construire des décisions pérennes parce que tout le monde les a décidées, adhérées et a trouvé en pleine conscience que c'était une bonne règle. Alors, pour s'organiser, je parle de notion d'assemblée constituante, cette idée qu'on pourrait se réunir de temps en temps pour prendre un point qui nous intéresse, cogiter ensemble, et on sort de cette assemblée quand on est tombé d'accord sur « Ah mais ok, on va faire ça ». Ça peut être n'importe quelle décision, ça peut être revenir sur les missions que je donnais avant, est-ce qu'on en ajoute ou pas, ça peut être est-ce que l'ordre édicte un code de conduite, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on met dans ce code de conduite? Qu'est-ce qu'on fait apparaître dedans?
J'avais mis pour les décisions critiques, c'est-à-dire où vraiment une assemblée constituante, comme ça peut réunir juste 10-15 personnes et on voit ensuite si on est d'accord dans l'ensemble. Si on a vraiment une décision critique en mode non mais là ça fait l'enjeu de l'ordre, j'aime bien cette idée de tirage au sort. Cette idée que quand on tire au sort, on est sûr de tirer dans le lot. Il y a moins de chances que quelqu'un soit en position de lobbying ou de force si on a tiré au sort les gens qui allaient participer à cette décision. C'est une introduction très rapide. On pourra en parler après. Tout est sur GitHub pour être transparent. Le fork est permis, autorisé, encouragé, faites ce que vous voulez. Donc votre mission, si vous l'acceptez, si vous avez été ferré, si vous avez ce que j'ai dit, ou si vous m'avez détesté, peu importe, c'est d'organiser ces assemblées pour discuter des points qui nous intéresseraient. Ces points, pour l'instant, ils sont mis sur la repo GitHub, donc je vous ai mis un super QR code. Donc vous pouvez très bien ouvrir des issues dessus pour dire j'aimerais qu'on discute ça, j'aimerais qu'on discute ça, j'aimerais qu'on discute ça. Et donc, ce serait cool d'améliorer la constitution, l'acte fondateur, on va dire, de l'ordre. Sachant que mon idée à moi sur ce côté décentralisé, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on pourrait imaginer une structure comme il y a le chapitre toulousain, le chapitre parisien, on pourrait imaginer le chapitre de ceux qui font du .NET, c'est à leur âme, le chapitre de ceux qui font du Java, le chapitre de ceux qui font du Ruby, etc. On s'organise comme on veut, j'en ai aucune idée. Tout ce que je veux, c'est essayer de faire en sorte que ça reste massivement décentralisé pour éviter le prise de pouvoir d'une seule personne. C'était tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Voilà, JB Dussault, développeur plus de 30 ans, avec un rêve un peu bizarre dans la tête.